Bonsoir, bienvenue aux entretiens de Géopolis, la marque des voyages géopolitiques d'Explorator. Ce soir, c'est le Liban qui est à l'honneur avec Antoine Assaf. Bonsoir. Antoine Assaf qui est franco-libanais et qui a notamment écrit L'Islam radical il y a 2 ans de cela maintenant. Ouvrage qui a été couronné par l'IHEDN dans le cadre du prix Vauban. Donc le Liban qui est en pleine tourmente, notamment du fait des agissements de Daesh. Alors, avant de parler plus spécifiquement du Liban, j'aimerais, Antoine Assaf, que vous puissiez nous décrire un petit peu la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, après Daesh, dans la région. C'est une situation qui confirme un peu le titre que je n'ai pas pu mettre pour mon livre. Quand l'éditeur m'a dit « Vous mettez les guerres perdues de l'islam radical Daesh », c'est trop négatif. Je dis « Si l'on observe depuis un siècle, rien qu'un siècle, depuis le début du XXe siècle et la naissance des frères musulmans, des mouvements un peu qui ont abouti d'ailleurs, permis à Arafat de se battre avec l'Organisation de libération de la Palestine, pour toutes les causes possibles et imaginables, arabes ou anti-israéliennes, après, toutes les guerres étaient perdues. Les guerres d'Israël, les 5 inclus. Et la dernière aussi, elle est perdue. Et quand on voit cette guerre qui a commencé en Irak, puis prolongée en Syrie, et qui a atteint les frontières du Liban, la dernière bataille notoire, c'était la bataille de l'armée libanaise contre les milices de Daesh. Et c'était une bataille double d'ailleurs, puisqu'il y a une partie qui a été menée par les milices de Hezbollah, qui eux-mêmes ont mené la guerre en Syrie, supposant être bien sûr un régime légitime, présidé par Assad, et cette milice était avec l'armée iranienne et tous ceux qui ont épaulé le régime de Bachar al-Assad que la Russie épaule. Et la dernière guerre perdue donc au Liban a confirmé la chute de Daesh en Syrie et celle de l'Irak avec l'appui de 2 grandes puissances, les États-Unis plus en Irak, en partie en Syrie avec les rebelles, et puis la Russie bien sûr qui est l'allié majeur de cette arrogance totale de cette milice qui a commencé par déclarer son alliance avec les frères musulmans d'Égypte, puis après arrivant de Libye, etc., se retrouve en Syrie, coincée et comme arrêtée par la stratégie russe. Et on peut dire que la guerre de Daesh a été totalement perdue grâce à ce changement et à ce carrefour où Poutine intervient pour faire comprendre à l'Amérique d'Obama déjà, puis à l'Amérique de Trump, mais beaucoup plus à l'Amérique d'Obama, d'une façon violente, pour leur dire que votre printemps arabe est un hiver, un triste hiver, et il s'arrêtera en Syrie. Et il l'a arrêté en Syrie. Et c'est ainsi que la Russie, par sa stratégie, elle a dit « Nous appuyons le régime d'un président élu, vous l'appelez dictateur, vous l'appelez despote, vous l'avez fait pour Kadhafi, vous l'avez fait pour Moubarak, vous l'avez fait pour Ben Ali, et bien avant pour Saddam Hussein. C'était des dictatures qui tombaient, mais laissaient derrière eux des pays en désordre. Exemple la Libye, exemple l'Égypte qui a failli rentrer dans un désordre total si le maréchal Sissi n'avait pas redressé la situation en chassant Morsi et prenant le pouvoir et assurant avec l'armée un certain équilibre. Exemple pour Saddam Hussein qui, une fois limogé, se retrouve lui-même loin d'un pays qu'il a pu maîtriser, et l'Irak divisé entre sunnites, chiites, kurdes et la double influence. Donc la Russie a établi une stratégie qui pour elle est presque séculaire. Elle date des croisades, c'est-à-dire on protège les ports de l'Ouest, Latakia et Tartous, on sauvegarde ce qu'on appelle la Syrie de l'Ouest, donc la Syrie utile, et on laisse au régime, malgré le tempérament dictatorial d'Assad, le soin d'aller vers un équilibre qui ne permet pas à ces milices de Daesh, qui bien que épaulant les rebelles et les opposants contre le régime, ont fini par prendre le pouvoir militaire.
Et du coup, les rebelles et l'opposition syrienne n'avaient pas beaucoup de choses à dire stratégiquement, ni militairement. Et c'est Poutine qui dit « Je ne suppose pas que justement ces milices rebelles puissent être considérées comme l'opposition, puisqu'ils pactisent avec Daesh et se font payer par elle. » Donc, opposition totale entre les deux. Et vous voyez là, bien sûr, pour terminer sur cette partie, la Syrie utile qui a été sauvegardée par la Russie, Palmyre qui était le symbole même de la victoire russe et où a eu le concert magnifique de l'orchestre russe dans ce magnifique ruine, et puis la déclaration de la victoire officiellement par Poutine et l'alliance totale avec Assad. La fin de Daesh a été favorisée par la stratégie russe. D'accord, donc c'est la fin de Daesh, bien sûr, mais avec des conséquences qui sont dramatiques pour le Liban. Et là, j'aimerais maintenant que nous puissions avoir un focus un peu plus particulier sur la crise libanaise telle qu'elle résulte de ce qui s'est passé ces quelques dernières années. C'est-à-dire, je nuancerai en disant que la stratégie aurait pu être dramatique pour le Liban, la stratégie de Daesh. Mais tout s'est arrêté aux frontières. Et si on peut revenir à la carte d'avant, vous voyez que finalement, cette Syrie de l'Ouest, la Taquillée, par ses frontières, là, touche le Liban. Et il se trouve que dans les Cèdres, dans cette partie du nord, vous avez bien sûr une communauté alaouite qui est proche du régime d'Assad, mais vous avez aussi des sunnites proches du tempérament même de ces milices de Daesh. Au début, ils étaient prêts à se battre et le Liban aurait éclaté au nord, d'où l'éclatement qui allait bien sûr provoquer par l'intermédiaire de Hezbollah qui sont dans le sud, un éclatement général, et les chrétiens, comme communauté chrétienne, auraient payé. Ce qui permet de dire, si on focalise sur la carte du Liban là, de dire que le Liban étant un régime communautaire, et on peut dire une démocratie communautaire confessionnelle, c'est-à-dire que chaque région, qu'elle soit la chrétienne en rouge, ou la sunnite en jaune, ou la chiite verte, ou même la druze, cette communauté de 250 000, il faut là un équilibre qui se reflète au Parlement. Or cet équilibre, si vous faites rentrer une milice dans le rôle est de, disons ça vulgairement, faire sauter le régime d'Assad, c'est le régime libanais qui suivra. Et la majorité sunnite du Liban profitera de la situation appuyée par une Arabie saoudite affolée pour dire que les sunnites finiront par maîtriser le Liban. Ce qui a permis bien sûr à Poutine de protéger les minorités chrétiennes du Liban orthodoxe en protégeant les minorités alaouites de la Syrie. Toute cette confrontation prouve que la guerre du Liban, qui a duré une quinzaine d'années effectivement, entre 75 et 90, était le miroir de toutes les guerres du Proche-Orient. Exactement. Toutes les communautés étaient là. Et c'est également le miroir du conflit d'aujourd'hui, hein, puisque là, sur cette image, on voit, on ne va pas dire le représentant de l'Iran, mais en tout cas sa tête de proue dans la région la plus occidentale du Proche-Orient. Oui, c'est le chef de la milice de Hezbollah, Nasrallah, qui a été formé religieusement et spirituellement par les grands guides spirituels et qui a fondé cette milice qu'on appelle le Hezbollah. Et le général Aoun, à son retour en 2005 au Liban, décide pour élargir son bloc parlementaire de s'allier avec les chiites avec un accord qui assure la paix et évite la guerre civile entre les milices chiites, Hezbollah, plus puissantes qu'aucune autre milice qui n'existe pas, et les milices chrétiennes. Et c'est ce qui est arrivé, son bloc parlementaire s'est élargi, et le général a lutté entre 2005 et 2016 pour être élu président de la République. Péniblement, mais à 84 ans, il a réussi grâce à cette alliance, et ajouter à cela l'alliance avec la communauté sunnite, pour ramener le jeune Premier ministre Hariri Saad, le fils de Rafik Hariri, assassiné en février 2005, il a tout fait pour que le bloc sunnite vote pour lui et que le bloc même des forces libanaises, cette milice chrétienne, qui pendant la guerre et pendant la politique était contre le général Aoun, puisqu'il s'est allié avec le Hezbollah. Ce consensus national a permis au général de devenir président de la République
et même dernièrement de sauver son Premier ministre, comme vous le savez, de sa démission. Et on voit une certaine connivence entre les deux personnages, hein, quand on regarde bien le regard du général Aoun vis-à-vis du représentant chiite. On est assez estomaqué. C'est-à-dire, moi, toutes mes rencontres avec le général Aoun, que je connais personnellement, chaque fois que je lui parle de cette alliance, il m'a dit qu'on me prouve une seule fois qu'un chrétien a reçu une seule gifle ou humilié par cette milice pendant mon alliance avec eux. Donc, au début, c'était tactique pour avoir des députés au Parlement. C'est devenu stratégique pour être élu président de la République. Et troisièmement, elle est devenue vraiment existentielle. C'est-à-dire, ils m'ont fait élire président de la République. Quand tout le monde lui disait non, non, jamais ils n'accepteront que vous arriviez au pouvoir. Il a vu la fidélité de cet homme, il a vu sa libanité, si vous voulez dire. Et c'est ce qu'il dit, le général, toujours. C'est une milice chrétienne du Sud. Enfin, il reste que le Hezbollah est tout de même un État dans l'État au niveau du Liban. Donc c'est un des éléments de pression d'un des grands belligérants de la région, qui est l'Iran. Et d'un autre côté, on a cette fois-ci Saad Hariri, qui a des rapports plus qu'ambigus avec un autre suzerain qui est l'Arabie Saoudite. Voilà, le problème de Saad Hariri, tout est parti en novembre de cette démission qui fut annoncée, comme vous le savez, à la télévision saoudienne à partir de Riyad et reçue au Liban d'une façon très très honnête. Le général Aoun refuse de la reconnaître, la considère comme étant une démission forcée sous la pression du jeune prince héritier qui n'est autre que Mohammed Ben Salman, qu'on peut résumer toujours, comme la presse américaine le fait, par MBS. Ce jeune prince héritier n'a que 32 ans et il se considère comme un réformateur. Il a même dit au ministre libanais, si vous voulez comprendre qui je suis le Bachir Gemayel des Saoudiens. Bachir Gemayel, vous savez, la résistance chrétienne, élu à l'âge de 32 ans président de la République. Le général Aoun a réussi à faire sortir Hariri de l'Arabie Saoudite par l'intervention de la France. Et c'est Emmanuel Macron qui s'est proposé, mais en signant des lettres de fidélité à l'égard de la politique de l'Arabie Saoudite. Et depuis, la France, vous le remarquez, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères et d'autres, reproche à l'Iran une certaine, bien sûr, attitude arrogante, le programme nucléaire et le reste. Et Rouhani, le président, et puis tous les Iraniens sont un peu agacés par l'attitude française. Mais n'empêche, le général Aoun a réussi à bloquer la velléité guerrière de ce jeune roi, qui a même été jusqu'à pousser Israël à bombarder les milices de Hezbollah et à dénoncer l'axe terrible qui va de l'Iran jusqu'au Hezbollah et de là vers les chiites Houthis, les Houthis milices chiites appuyés par l'Iran. C'est l'axe iranien qui inquiète ce jeune roi et qui voudrait briser par l'appui des grandes puissances, surtout celle de l'Amérique de Trump. Enfin, si on en revient au strict Liban, on voit à quel point deux puissances tutélaires contradictoires, ennemies, veillent particulièrement sur le pays. Oui, on peut dire que les deux grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis, d'un côté l'Amérique de Trump, pour être plus précis, et la Russie, c'était l'Union soviétique pendant la guerre du Liban des années 70, et aujourd'hui on peut dire la Russie de Poutine. J'individualise parce que les personnalités sont tellement étonnantes et fortes, et même perturbantes du côté de Trump, qu'aujourd'hui on peut dire que cette région, elle est tenue par une double stratégie. Sans aborder encore ce point-là, que nous aborderons un peu plus tard, on peut dire tout de même que l'Iran, pour donner des noms précis, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont un impact direct, compte tenu de la personnalité des hommes qui sont en place au Liban et qui sont inféodés à ces deux puissances. On peut voir à quel point l'Arabie Saoudite et l'Iran ont un impact direct et incontestable sur le pays, et rajoutent sûrement à la complexité de la géopolitique du Liban. Voilà, la différence, c'est que l'impact iranien est beaucoup plus sensible au Liban parce qu'ils ont créé cette milice du Hezbollah, qui est une partie de leur passe d'Aran et de leur armée. C'est une milice extrêmement entraînée, et les généraux israéliens, dans leur guerre de 2006, qu'ils considèrent avoir perdu, ils disent que ce ne sont pas des miliciens, ce sont des vrais soldats d'une armée entraînée.
L'influence saoudienne, elle arrive par l'économie, par les milliards de dollars versés chaque année par les 300 000 Libanais qui travaillent là-bas, en l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars qui rentrent. Et la menace, c'est de dire, alors, ce Premier ministre qui a le passeport saoudien, il ne faut pas l'oublier, que si vous allez continuer par cette politique un peu molle avec le général Hamd, de reconnaître le rôle de Hezbollah dans ce pays, ou comme vous disiez, de jouer le rôle d'État dans l'État, nous allons vous obliger à démissionner, et pourquoi pas à provoquer une guerre au sud Liban. Le général Hamd a su agir par l'intervention de la France, parce que ce jeune roi ne veut pas perdre non plus l'accréditation d'une France où ils sont tellement présents. Un des princes, par exemple, emprisonné par ce jeune roi, n'est autre que le propriétaire de l'hôtel Crillon. Et Prince Ben Talal, il possède l'autre hôtel, Georges V. Donc, ça ne sont pas des personnalités banales qu'il a emprisonnées dans cette prison dorée du Ritz, à qui il demande des milliards. Mais à l'égard du Liban, il a accepté de donner une nouvelle chance en considérant que le général Hamd et son Premier ministre, dans une nouvelle période, vont peut-être demander au Hezbollah, non pas le désarmement total, mais plutôt une politique moins agressive à l'égard de l'Arabie Saoudite et surtout ne plus s'impliquer dans la guerre yéménite où le Hezbollah semble avoir envoyé des milices pour les entraîner après un ordre iranien, bien sûr, et de rester une milice libanaise. Ce sont les promesses, à mon avis, générales pour ramener son Premier ministre et pour dire qu'ils resteront au Liban. Ils ne s'impliqueront plus dans la force régionale. D'accord. Alors, il y a une puissance locale dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, et qui est Israël. Quel est l'impact d'Israël et plus largement du conflit israélo-palestinien sur la situation géopolitique du Liban? Aujourd'hui, après la guerre de Daesh, nous avons remarqué qu'Israël est passé par plusieurs étapes. Pendant la guerre ou les guerres multiples de Daesh en Irak, Syrie et Liban, Israël a imposé à la Syrie, comme même en accord objectif avec Poutine, que tout le plateau du Golan de la frontière syrienne, qu'il n'y ait plus de soldats de Daesh qui approchent cette frontière, autrement c'est le casus belli. Et Poutine a respecté cette règle, il n'a mis là que des soldats de l'armée syrienne libre qui sont dans l'opposition, mais qui ne sont pas considérés par Israël et surtout Netanyahou comme des éléments dangereux. La deuxième phase d'Israël, c'est qu'ils ont vu que ces pays, Syrie, Irak, qui n'ont jamais voulu la guerre avec vraiment Israël, ont éclaté en morceaux. Donc elle n'a plus besoin d'une déclaration de guerre totale. Reste le danger de la milice de Hezbollah. Netanyahou a été poussé par le jeune prince d'Arabie Saoudite, MBS, à déclarer une sorte de guerre à la milice au sud Liban, après justement la démission du Premier ministre. Mais il se trouve que Netanyahou trouvait que la politique de Trump aux États-Unis était trop pro-israélienne pour avoir besoin d'une guerre dans le Sud. Donc malgré les milliards de dollars payés pour Israël pour une telle guerre, ils ont ajourné cette guerre ou ils même refusé de la mener. Et le jeune roi, ce prince, justement héritier, s'est retrouvé dans sa stratégie un peu trop jeune, brusque. Non, je ne peux pas imposer une guerre. Et aujourd'hui, Netanyahou a réussi à avoir la reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël, à pousser les Arabes ou bien à reconnaître Israël et demander peut-être Jérusalem-Est comme capitale, ou bien rester dans un désordre total et un refus d'aide de la grande puissance américaine. Il a réussi à avoir l'Amérique complètement pour lui, celle de Trump, alors que celle d'Obama était hésitante à l'égard de cette stratégie. Aujourd'hui, le monde est perturbé. Et quand on voit l'évolution de la Palestine depuis le mandat britannique, donc la promesse de Balfour en 1917, l'arrivée en 1947 des Juifs, la déclaration de l'État d'Israël en 1948, la guerre de 6 jours qui va progressivement donner à Israël de plus en plus de territoires, de 20 à 80%. On se retrouve aujourd'hui dans la situation où bien les Arabes vont accepter de renoncer à une résistance qui était celle de l'OLP ou Hamas aujourd'hui et rentrer dans la reconnaissance de l'État d'Israël, quitte à ce qu'ils aient leur État. Et comme disait le pape François, 2 États, arabes et juifs, mais 2 capitales, Jérusalem ouest et est, ont comme un accord et relations culturelles et politiques. À mon avis, c'est ce qui se passe aujourd'hui et aux frontières de Liban. Heureusement pour nous, nous avons évité la guerre entre Israël et le Hezbollah, mais de l'autre côté des frontières, du côté de la Syrie et de l'Égypte, Israël a pu assurer, grâce aux divisions des Arabes,
une sorte, je dirais, de paix qui est négociable avec les Arabes, mais qui est imposée par les Américains pour pousser Arafat, les disciples d'Arafat, à renoncer aux armes à Gaza et aux modérés palestiniens de commencer avec Abbas à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Ça, c'est une chose qu'on oublie en Occident, c'est que les Arabes refusent de reconnaître l'existence juridique de l'État d'Israël. Et à partir de là, il y a des nouvelles négociations qui vont s'ouvrir. Alors, maintenant, on va élargir notre réflexion. Et j'ai eu envie de poser la question de savoir si, finalement, le grand jeu, on fait allusion évidemment à ce qui s'est passé au XIXe siècle entre la Grande-Bretagne et l'Empire russe, n'est pas de retour, mais pas avec les mêmes protagonistes, avec toujours la Russie, mais maintenant les États-Unis. Alors il y a deux photos qui vont suivre. Là, on voit le regard de renard de Poutine en train d'embrasser chaleureusement le président Assad, et d'un autre côté, Donald Trump avec ses amis saoudiens. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je trouve que l'idée que vous lancez, celle d'un grand jeu, est très pertinente parce que je lui donne un autre nom en géopolitique, alliance objective. Cette alliance objective, aujourd'hui, est extrêmement présente, plus qu'au temps d'Obama. Obama a rompu avec l'alliance objective avec la Russie parce qu'il considérait que Poutine n'était pas fréquentable. Alors que Trump, par son réalisme, et un peu, certains appellent ça une brutalité, mais c'est un homme d'affaires, il a réussi à équilibrer cette alliance. Déjà, militairement, il menait une guerre en Irak avec les meilleurs de ses soldats, les Navy Seals, ce sont les commandos. Il a augmenté le nombre et progressivement a fait gagner à l'armée irakienne toutes les positions qu'elle avait perdues jusqu'à Mossoul et toutes les villes que Daesh a conquises depuis 2011. Ce qui est une victoire, alors qu'Obama a amoindri la présence des soldats, a laissé traîner cette guerre. Et c'est ce que lui reproche justement, pas seulement Trump, mais toute la politique républicaine de défense. Politiquement aussi, parce que quand vous menez cette stratégie militaire, vous ne pouvez pas la mener parallèlement à l'armée russe qui l'a menée en Syrie, pour sauvegarder la Syrie de l'ouest utile, les ports et absolument annihiler complètement les milices de Daesh sans être en accord stratégique militaire avec l'armée américaine. Il y a aussi l'air, il y a les renseignements, nous ne sommes plus aujourd'hui au temps de la bataille d'Azincourt. Hein. C'est une bataille qui est stratégique, il y a les cybersécurités qui jouent, il y a une alliance qui est là et qui ne doit justement permettre aux deux grandes puissances, chacun d'acquérir, un en Irak, l'autre en Syrie, sa présence. Donc il y a un grand jeu, mais c'est une alliance objective. Aujourd'hui, rien qu'en regardant des photos, du côté de Trump, il a réussi à danser avec le roi Salman, qui est le père justement de Mohammed Ben Salman, l'héritier qui ne figure pas ici. C'est la danse du victorieux de l'alliance. Parce que si vous ne la dansez pas, cette danse, il donne à l'ami l'épée, vous pouvez le poignarder si vous voulez. Et du temps des Bédouins, on ne confie l'épée à Khanjar, comme on les appelait, qu'à celui qui peut ne pas vous poignarder dans le dos. Et c'est ça qui est dangereux. Et il est sorti avec un accord signé jusqu'à vraiment 500 milliards de dollars. Le Quincy Pact a déjà été renouvelé par Bush de 2006 à 2060, etc. Et de l'autre côté, vous avez un Poutine qui lui aussi ramène la Russie en Syrie comme au temps des tsars. Et au temps des tsars, pour protéger les pèlerins orthodoxes qui descendaient de la Russie vers la route de Jérusalem, il fallait une armée qui protège ses côtes et surtout ses deux ports. Il a ramené cela et en plus de cela, avec tout l'argent qu'il a reçu, bien sûr, ça c'est plus que Trump pour défendre cette armée, il confirme sa présence. Le grand jeu est une alliance objective aujourd'hui que Trump, d'ailleurs, a couronné par la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et vous remarquez que Poutine n'a pas critiqué cette résolution. Et pour quelle raison ? Parce que l'Union soviétique en 1948 était la première force politique à reconnaître la création de l'État d'Israël, vu que Golda Meir, surtout Moshe Dayan,
Sharon, Begin, sont tous, et Ben Gurion, sont tous des enfants de l'Est, de la Pologne, de la Russie et du socialisme et de la Biélorussie. On peut dire que ce grand jeu aujourd'hui est celui qui mène tout le Proche-Orient. Et le Liban à l'intérieur joue un rôle extrêmement délicat et important, les deux grandes puissances. Alors donc c'est toute cette sédimentation géopolitique qu'on va retrouver du samedi 19 mai au samedi 26 mai avec vous sur le terrain donc au Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui va se passer à ce moment-là? Je dirais que le mot explorateur que vous avez si bien choisi pour votre entreprise et votre projet tombe très bien parce qu'on va explorer le Liban, culturellement, certainement découvrir un peuple multiple. Nous allons explorer les communautés multiples chrétiennes et musulmanes. Et nous allons en même temps explorer les sites archéologiques. Nous partirons de Beyrouth du centre, les ruines romaines y sont encore, et nous allons diriger en première partie vers le sud jusqu'à atteindre la ville de Sidon et de Tyr, et de l'autre côté vers le nord jusqu'à atteindre Byblos et Tripoli, et puis un troisième temps où nous allons pénétrer le Chouf, donc la région qui était si belle que le voyageur romantique comme Nerval et Lamartine appelaient Chouf, c'est-à-dire regard, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'île de la Corse, pour ne pas déranger l'autonomie corse dans sa beauté. Là, elle partage ça avec le Liban. Et puis il y a un autre axe qui nous mène un peu vers l'est, qui nous arrive vers le grand temple, un des plus grands, qui a fasciné le Kaiser allemand au début du siècle, Guillaume II, et qui lui a permis à lui-même de le restaurer. Aujourd'hui, tous les archéologues reviennent pour sauver ce temple unique dans le monde. Donc c'est un voyage qui va nous permettre, en même temps qu'on découvre culturellement le pays, archéologiquement, de découvrir aussi les tendances politiques. Ainsi, nous allons rencontrer des chefs politiques de Tyr qui sont proches du Hezbollah et qui sont élus à la ville de Tyr. Le chef de la municipalité, comme on l'appelle au Liban pour traduire, le maire, va nous recevoir et nous dire comment il cohabite avec une région qui est quand même pleine de milices de Hezbollah. De même que la Force internationale des Nations Unies du Liban, la FINUL, qui se trouve là et qui cohabite pas loin des frontières israéliennes et pas loin de toute cette guerre possible et imaginable entre Israël et le Hezbollah. Nous allons découvrir les chefs druzes à Der el-Kamar et à Beit Eddin. Et Der el-Kamar, c'est une ville maronite où nous serons reçus par le père supérieur de ce couvent où les chrétiens en 1860 malheureusement étaient massacrés avec l'intervention des Turcs qui divisaient pour régner entre les communautés. Et après avoir vu les maronites et les députés maronites Der el-Kamar, nous allons rencontrer des chefs druzes dans l'habit traditionnel, et tout en partageant leurs repas, leur manière de manger. C'est une cuisine assez sophistiquée mais très fine, et il y a tellement de plats que vous pouvez grignoter à tout sans être obligé de finir vos assiettes, et puis vous partagez leur vie culturelle. De même à Baalbek, quand nous allons arriver à Baalbek, nous allons rencontrer des maires et des députés responsables, et en plus de cela, nous allons rencontrer aussi des mères de famille dont les fils sont des miliciens dans le Hezbollah et qui vous racontent le retour à Baalbek de ces miliciens de la Syrie. Et une même famille a des miliciens de Hezbollah, ils ont aussi des frères dans les soldats de l'armée libanaise. Voyez-vous, entre le général Aoun et Nasrallah, l'alliance est totale. C'est du Liban qu'il faut défendre, et c'est pourquoi le général, en tant que président aujourd'hui, n'a aucun complexe à déclarer son alliance avec la milice, pour dire elle travaille comme résistance à l'égard du Liban. Chose qui agace Trump et l'Arabie Saoudite, mais pour le moment, ils attendent pour voir les fruits. Il n'y a aucune prise. De même, quand on va vers Byblos, c'est la ville que les croisés ont glorifiée avant leur départ au fin XIIe siècle, et où on trouve le château du Ramon de Saint-Gilles, pas loin de la mosquée de Saladin, cohabitation et les ruines que notre Ernest Renan, au XIXe siècle, a complètement restaurées avec l'aide de la marine française. Et puis, vous allez vers Tripoli, cette ville très sunnite, où nous allons rencontrer un ancien ministre
M. Agis, qui nous rencontre chaque fois et qui vous explique pourquoi la politique de Tripoli est une politique de la communauté sunnite, puisque la communauté sunnite a participé à la création de Liban moderne, et un des premiers présidents élus pour le Liban était un musulman sunnite, et que les chrétiens ont élu aussi, pour vous dire la cohésion entre les communautés, mais en même temps la fragilité si un élément extérieur intervient pour diviser ce pays. Donc, on va découvrir dans ce voyage multiple que le grand principe qui sauve le Liban, c'est l'union des communautés entre elles, se reflétant dans un parlement de 128 députés, élisant un président pour 6 ans et qui lui joue le père de la nation avec un premier ministre sunnite et un président du conseil chiite. Et ce qui peut perdre le Liban et perdre toute la région, c'est le vieux principe qu'ont utilisé les sultans turcs, diviser ou régner, diviser pour régner. Et si vous divisez ces communautés sunnites, chiites, chrétiennes entre elles, eh ben vous avez l'explosion totale. Aujourd'hui, que ce soit le Liban, Jérusalem ou même ailleurs, le principe c'est d'unir ces communautés pour qu'ils puissent avoir une stratégie commune. Au Liban, nous l'avons réussi. La preuve, il y a un président et il y a un parlement qui agit et il n'y a pas de guerre libanaise. Malheureusement, en Syrie et en Irak, ils ne l'ont pas réussi, il y a éclatement. Et toute la région assiste à une plus grande division des deux forces régionales. L'Arabie Saoudite, avec ce jeune prince héritier qui est fougueux et aime la guerre, et de l'autre côté, un Iran qui aujourd'hui est perturbé par ces manifestations, épaulé par les États-Unis. Trump veut aussi avoir son printemps iranien pour pousser ce régime à l'éclatement. N'empêche, les deux forces régionales se regardent sous toujours l'appui des deux grandes puissances américaines et iraniennes. Et le Liban reflète tout cela parce que comme pays biblique, on peut dire, avec ses cèdres, ou bien les cèdres, c'est le symbole de la gloire, la verdure de l'éternité, comme dit la Bible, ou bien c'est la parole de Dieu qui menace les peuples en leur disant si vous renoncez et vous êtes divisés à cette fois, les cèdres du Liban même brûleront. Merci Antoine Assaf de nous avoir laissé entrevoir toute cette complexité que nous pourrons du samedi 19 mai au samedi 26 mai entrevoir, comprendre, partager grâce à votre entremise. Merci. À bientôt pour un autre entretien de Géopolis.